On est en 1979, les États-Unis des muscle cars connaissent leur deuxième choc pétrolier. Le prix du baril est multiplié par 2,7 en moins de 3 ans. C'est une véritable secousse dans l'industrie automobile et par conséquent, il devient très difficile aux automobilistes de faire le plein de leur gros V8 américain. Les muscle cars semblent maintenant venir d'une ère révolue et les usagers se tournent de plus en plus vers les japonaises, implantées aux US depuis pas mal d'années, qui ont la réputation d'être plus modernes et plus fiables. C'est dans ce contexte que Ford, l'un des plus grands constructeurs américains, choisit en ce moment le design de sa nouvelle Mustang, remplaçante de l'actuelle Mustang 3, dont les ventes ne font que baisser et qui commence à bien dater. Introducing the incredible Ford Factory Tour. Come and see the incredible things we're doing to produce a new generation of more fuel-efficient cars and trucks. Ford prend donc une décision. La nouvelle Mustang sera économique. Fini le gros V8 qui consomme, il sera remplacé par un V6 plus moderne. Fini la propulsion, on passe à la traction pour économiser de la masse. Fini les lignes acérées typiques de la Mustang, on réinvente les formes pour réduire la friction de l'air au maximum, solution qu'auront aussi adopté Pontiac et Chevrolet de leur côté, avec la nouvelle Firebird et la Camaro. Pour trouver ces solutions, Ford se tourne vers Mazda, avec qui il travaille depuis plusieurs années et dont ils détiennent 25% des parts. Tout comme le pick-up Ford Courier, qui est littéralement un Mazda série B rebadgé, l'idée sera de faire un modèle commun dont Ford en fera sa Mustang 4 en se renouvelant grâce à l'expertise japonaise. Le deal est lancé, Mazda fournit le châssis déjà utilisé sur la Mazda 626, une variante de moteur en 4 cylindres turbo et Ford un V6 3 litres de 142 chevaux qui donnera autant de performance que l'ancien V8 de la Mustang. Les équipes travaillent, tout va bien, on est en 1977, la voiture est presque prête et Ford fait l'annonce officielle de leur nouvelle Mustang. Et là, c'est la shitstorm, la gigasauce. Hors de question pour les conducteurs d'avoir une Mustang en traction, sans V8 et à moitié japonaise. Ça, pour l'amateur de la Mustang, cette icône de l'Amérique, c'est impensable. Même qu'à certains endroits, les gens se sont précipités pour acheter l'ancienne Mustang, par peur que ce soit la dernière vraie Mustang. Mais trop tard, la voiture est déjà fin prête, les lignes de production aussi. Du coup, gros virage à 90, plutôt que de lancer un projet perdu d'avance, on garde la voiture, qui sera vendue séparément de la Mustang, et on l'appelle la Ford Probe. Il a conduit la Prélude et la Pulsar. Il a conduit la Sirocco, la Celica et la RX-7. Mais même Jacques Duval n'a jamais été aussi étonné de conduire une voiture qui possède une technologie et une performance comme celle de la Ford Probe. Jamais. Ford Probe. Un coupé élancé au nez fin, ce qui obligera Ford à installer des phares escamotables dont Mazda a déjà la maîtrise sur la RX-7 et la MX-5. Des grandes baies vitrées avec des petits montants qui donnent l'impression au toit de flotter, un intérieur moderne avec toutes les options, ABS, climatisation, boîte 5 vitesses, 4 suspensions indépendantes et réglables, et même régulateur de vitesse, tout ça en 1988. Et oui. Ah, ça fait bizarre quand on sait qu'en France, en 2024, la climatisation est encore une option payante sur beaucoup de voitures. Enfin bref, autant d'avancées qui fait de la Probe un véritable succès. Elle se vend à plus de 400 000 exemplaires, soit largement plus que la Mustang qui, elle, ne fait que décroître. Avec un tel succès, le modèle 2 est lancé avec à la tête de la partie design Mimi van der Molen, à qui on doit énormément parce que c'est l'ingénieur qui a révolutionné l'ergonomie à l'intérieur des voitures chez Ford et qui a rayonné chez les autres constructeurs. Maintenant, ça nous paraît normal d'avoir les bons boutons sous les bons doigts, mais ça s'est pas fait tout seul. Et c'est en 1994 que la Probe 2 sort. Into a world where convention rules comes a new challenger that dares to be different from the herd. The Probe. New from Ford. Encore plus futuriste et en avance sur ses concurrentes, en confort et en sécurité, elle aura tout de même du mal à trouver sa place aux côtés de la Toyota Celica, la Honda Prélude, les Nissan Z et la Volkswagen Corrado, plus puissante et plus sportive. C'est un peu ce constat que Clarkson aura lorsqu'il la présentera sur Top Gear en 1995. It isn't a dog, but if it was one, it'd be a big, lazy Labrador and not some eager little terrier.
La probe s'exporte donc en Europe en tant que successeur de la Ford Capri, mais ça prend pas. Milieu des années 90, les ventes baissent, le prix du pétrole aussi, on repasse sur des voitures aux cylindrées plus grosses, la nouvelle Mustang est sortie, elle se vend super bien, la probe 3 qui était pourtant prévue est avortée. Au final, c'est seulement 5000 Ford Probe qui seront vendus en France entre 1993 et 1998. Et quand on voit qu'une probe est présente dans Retour vers le futur 2, qui se passe en 2015, et ouais c'est le futur du passé, c'est un peu triste de se rendre compte que 10 ans plus tard, l'immense majorité des Ford Probe du monde est à la casse. Alors que la Mustang, elle, a finalement survécu en retrouvant un style proche de celui des années 60 depuis la Mustang 5. Ford exportera en Europe la Ford Cougar en 1998 pour tenter de la remplacer, mais c'est un échec aussi. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Et bien justement, c'est un modèle que je possède et qui est très cher à mon cœur, et justement, on va lui rendre hommage aujourd'hui en rénovant une Ford Probe qui n'a pas roulé depuis 6 ans. L'objectif, la ressusciter et lui faire passer le contrôle technique. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Ah, notre première voiture. On va pas se mentir, on a tous un lien unique avec notre première voiture. Combien de fois j'ai entendu des darons me dire « Ah bah moi j'avais tel modèle, ah c'était trop bien, ah ça me manque » ou le fameux « J'aurais jamais dû la vendre ». Celui-là on le connaît par cœur. Moi, ma première voiture, c'est une Ford Probe. J'ai toujours aimé ce qui est atypique, alors c'était hors de question d'avoir une voiture qu'on peut croiser comme ça sur la route, et elle avait tout pour me plaire. Alors que mes potes roulaient en Clio ou en 205, pour à peine plus cher, j'avais une pure caisse. Toutes les options, vitres électriques, rétroviseur réglable, ABS, airbag, climatisation de série, un grand coffre pour pouvoir mettre tout son bordel ou dormir dedans, 115 chevaux, des phares qui s'ouvrent et surtout une gueule intemporelle. Une 205, ça a 30 ans. Mais quand tu croises ça dans la rue, tu te dis pas ça a 30 ans. Tu te dis ça a un âge mais on sait pas lequel. J'ai même retrouvé une facture d'achat de probe neuve de 1995, 136 000 francs. Avec l'inflation, aujourd'hui, c'est l'équivalent à 30 500 €. Évidemment, c'est 30 fois moins cher que j'ai acheté la mienne en 2013. Et maintenant, avec la hype autour des Youngtimers et des japonaises, le prix sur le bon coin a explosé. Bref, ma première Ford Probe, ça a vraiment été une prolongation de ma personne. C'est en ayant cette caisse à 18 ans que je me suis mis sérieusement au bricolage. C'est là-dessus que j'ai tout appris. C'est là où je me suis éveillé. Et c'est sans doute grâce à elle que j'ai pu devenir ingénieur au final et que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Je dis ma première Ford Probe parce que après cette bleue, j'en ai trouvé une grise sur le bon coin pour 250 € avec le moteur serré. Je me suis dit, ça ferait une bonne banque de pièces. Sauf que peu de temps après, j'ai vu cette verte, seulement 65 000 bornes, mais le gars l'a mis dans un arbre. Alors du coup, j'ai pris le moteur de la verte, je l'ai mise dans la grise, et puis je l'ai vendue. J'étais en césure, j'avais besoin de sous. Puis les années passèrent, j'avais des travaux à faire sur la bleue qui me restaient, j'avais pas le temps, j'étais pas sur place pour les études, enfin bref, la vie quoi. Je roulais en C4 VTS temporairement, sauf que ce temporairement s'est étalé. J'étais ingénieur salarié et la probe me manquait, et par chance, j'ai trouvé une bonne offre avec une probe avec moins de bornes, bleue à 1000 €. Je l'ai fait venir du Nord en 2021, je l'ai retapé pour en faire mon daily. Mais du coup, la probe qu'on va rénover, c'est pas celle-ci, mais celle-là. Et oui, ma toute première probe restait dans l'herbe pendant 6 ans, ce que le temps passe vite. Après tout ce qu'elle m'a apporté, elle mérite pas ça franchement, et maintenant que mon métier c'est de vous faire des vidéos de bricolage, et ben j'en profite pour prendre le temps qu'il faut pour la remettre nickel. L'objectif, la redémarrer, lui faire passer le contrôle technique et aussi 2-3 améliorations, notamment la faire passer à l'éthanol, comme cette Ford Probe là, qui est à l'éthanol depuis maintenant plus de 2 ans. On a des freins à refaire, un intérieur totalement en bordel à remonter, un feu pété, 4 pneus morts, une antenne qui manque, des fourmis, des nids de guêpes et surtout un moteur qui a pas démarré depuis 4 ans. Évidemment, elle a plus de batterie depuis le temps, c'est pas qu'elle est vide, mais il y en a vraiment littéralement plus, alors une batterie neuve et c'est parti. Ah oui, elle a aussi le capot tordu parce que j'étais rentré à l'arrière d'une nana qui a pilé à l'orange. J'ai freiné aussi, mais moins fort qu'elle. Je suis rentré dedans à 5 km à l'heure. Le capot ferme toujours, mais il est voilé. Ok, déjà je mets le contact, tout va bien. Allez, c'est parti. Ah. Ah mais il n'y a plus d'essence. Allez, un petit fond d'essence et on reteste. Allez, deuxième essai.
Ah. 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 Il y a un ralenti stable, un peu haut. Ah, il est de moins en moins stable là. Dès que j'accélère, dès que je mets du gaz, ça s'étouffe. Oh! Ah! Bon, il y a du mieux. On va essayer de la déplacer, de la sortir. Allez, on lui fait la pression des pneus pour enfin la sortir de l'herbe dans laquelle elle est depuis 6 ans. Bon, on a un gros problème de puissance et aucun freinage ni de frein à main. Go la mettre sur le pont pour analyser tout ça. Analysons tout ça maintenant en espérant ne pas y trouver des dingueries. Il y a de l'herbe, des toiles d'araignée, mais au final qu'un peu de rouille de surface qu'on traitera plus tard. Les câbles de frein à main sont sortis des étriers de frein arrière, donc j'avais sûrement fait ça parce qu'ils étaient grippés. Il nous manque tout l'échappement à partir de la descente du collecteur, catalyseur compris. J'avais dû prendre ça pour la mienne, mais au final elle est bien saine cette voiture, du moins le dessous, ça fait super plaisir. Ah si, il y a aussi un bras d'essieu arrière qui est tordu. Bah globalement ça va hein. Allez, on y fait un petit coup de propre et vous vous demandez sans doute comment je vais faire pour me procurer les diverses pièces manquantes. Et ben en fait, j'ai la probe verte entièrement démontée dans des cartons dans une grange et un moteur complet aussi à côté. Alors je fais un tour là-bas pour récupérer la série de pièces d'origine dont on va avoir besoin. Échappement, catalyseur, pièces d'intérieur, feu arrière, antenne, etc. D'ailleurs, il n'y a pas que ça dans la grange. Hein. J'en connais une qui dort depuis un petit moment et qui aimerait bien faire un petit tour, hein. Surtout que l'été est là. Est-ce que ça vous dirait que je rénove ça aussi? Bon allez, d'abord, chaque chose en son temps, on retourne sur la probe. Première chose à faire pour enlever tout soupçon quand on a d'éventuels problèmes d'allumage, j'installe des bougies neuves. Je sais pas ce qu'elle a comme bougie honnêtement, j'imagine que j'ai récupéré les bonnes à l'époque pour transférer sur ma nouvelle bleue et que j'ai mis des bougies toutes pourries à la place. Elle était même pas bloquée la bougie? Ah bah si, c'est bien des bougies en iridium. Ah, mais c'est mes iridiums de Denso. Ah bah en fait on avait des vieilles bougies iridium là-dedans. Je pensais que ça serait pire que ça, mais c'est pas grave, j'en mets des neuves quand même, toujours en iridium. De toute façon, pour la conversion à l'éthanol, il nous faut des bases saines. Hop, petit serrage aux coupes des familles. Je profite aussi de ça pour remplacer des faisceaux de bougies qui ont l'air à moitié bouffés par les rats, par d'autres faisceaux en bien meilleur état que j'avais pris dans la grange. Et maintenant, c'est au tour du filtre à air d'être remplacé. Pour ça, on ouvre la boîte à air, on sort l'ancien filtre et on met le nouveau. J'en profite aussi pour bien serrer tous les colliers de la mission d'air, parce que comme je disais, j'ai pas mal piqué de choses sur cette probe en 6 ans. Y a rien qui dit que j'ai remonté ça comme il fallait. Un petit coup d'aspirateur dans la boîte à air, et c'est parti pour un nouvel essai. Bon bah, c'est pas probant. On a toujours des ratés, peut-être moins, mais là honnêtement, je saurais pas trop dire. Je pense aussi au calculateur, même si les probes elles sont pas très récentes, on a quand même un calculateur qui apprend des différentes sondes de la voiture et qui garde les paramètres en mémoire. Sans batterie pendant 6 ans, il y a de fortes chances qu'il ait tout oublié et qu'une nouvelle phase d'apprentissage soit nécessaire.
Il reste aussi la ligne d'échappement qui manque, hein, ça joue sur le débit et la température des gaz d'échappement. Et dans tous les cas, il faut la faire pour le contrôle technique, donc c'est parti. J'ai récupéré un catalyseur avec sa descente du collecteur d'échappement indémontable dans la grange parce que c'était totalement grippé. Alors une petite barre de levier est nécessaire au démontage. Ah, là ça parle là. Et voilà, maintenant qu'on a réussi notre quête secondaire, c'est parti pour installer la ligne complète sur la caisse, car sans ligne et sans kata, pas de contrôle technique. Non mais regardez-moi cette beauté un peu. Je trouve que Ford, ils ont quand même pas été très généreux au niveau diamètre de la ligne pour un 2 litres. Mais bon, c'était les années 90, donc voilà. Enfin bref, c'est parti pour retester le comportement du moteur maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Un peu de mal à démarrer, ralenti instable et trou dans l'accélération. Mais après un moment... Ah, ça y est, là ça réagit. Dès que j'appuie sur le champignon, ça y est, ça part. Un peu de raté à l'allumage quand même, j'ai l'impression. On va laisser comme ça, histoire de voir. Et bah ça va beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais beaucoup mieux. Faudra aller tester ça sur la route. Et tant que la probe est sur le pont, on va pouvoir s'attaquer à cette barre de l'essuie arrière. J'en ai récupéré une nickel dans mon stock de pièces, mais j'ai énormément galéré à la séparer du moyeu. Il y a un assemblage acier contre acier hyper grippé. J'espère que ça sera pas monté pareil. Enfin, si ça sera monté pareil, mais j'espère que ça sera pas autant grippé sur la voiture, parce que là, autant dans les taux on peut taper, mais quand on est sur le pont, c'est plus compliqué. Et j'avais vu juste, malheureusement sur la voiture, c'est indémontable de chez indémontable. Alors pas le choix d'utiliser la technique du gros rat validé par Ovid, détordre la barre avec un cri. Soigner le mal par le mal. Nickel. Franchement, ça l'a super bien fait, et cerise sur le gâteau, sur les Ford Probe, le train arrière il est réglable, ça c'est ouf. Donc ça veut dire qu'on pourra toujours corriger la légère variation qui reste à l'occasion. Comme vous le savez, toute voiture au monde a ses maladies, des pannes ou des problèmes bien spécifiques à un modèle qui arrive systématiquement. Les probes n'échappent pas à la règle, on en a plusieurs, et notamment le mécanisme de frein à main interne dans les étriers de frein arrière qui grippe. C'est-à-dire que lorsque l'on enlève le frein à main, les roues arrière restent partiellement bloquées. Parfait pour surconsommer et exploser ses disques sur l'autoroute. Et sachant que la voiture, elle freinait mal aussi, et bien ce que je me suis dit, c'est que je vais restaurer tous les étriers de frein, avant et arrière, et ça commence par un démontage complet et du nettoyage. Wouah. Pour les étriers de frein avant, c'est archi facile, je vais pouvoir facilement remplacer tous les joints par des neufs, mais pour l'arrière, aïe 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 hein. Ça se dégrippe un petit à petit. Coup de marteau après coup de marteau. Ah. Ah ah. Ouah, c'était grippé ce machin. L'intégration du frein à main, ça fonctionne comme ça, on a un levier monté sur un ressort qui est actionné par le câble du frein à main. Une fois actionné, le levier il vient pousser une tige qui vient faire sortir le piston de quelques millimètres, juste assez pour bloquer la roue.
Mais pour régler le déplacement de la tige, ça se fait via une vis sans fin. Elle est commandée par un engrenage à sa base, commandé lui-même par une roue dentée allongée, et c'est en faisant tourner cette roue dentée avec une clé à 6 pans que l'on vient régler l'avance du frein à main. Sauf que malgré les joints, il suffit qu'il y ait un peu d'eau qui s'infiltre et ça grippe tout le mécanisme. J'ai anticipé en ayant récupéré les jeux d'étrier de frein arrière de la probe verte. Objectif, faire de 4 étriers 2 qui fonctionnent bien. La vis sans fin, regardez, ça c'est censé être une roue crantée. Cet anneau de rouille, c'est censé être une roue crantée. Aucune chance qu'il marche ces étriers de frein. Allez maintenant c'est parti pour le remontage des étriers avant. Et maintenant, on passe aux arrières. Alors, je suis au magasin là. Je vais prendre cet étrier. Côté droit, je vais prendre celui-là. Ce levier là et ce levier là. En piston, je vais prendre ces deux-là. En vis sans fin, je prends celle-là et celle-là. C'est cool d'avoir le choix. Et cette fois-ci, je vais bien bourrer le mécanisme de graisse haute température pour que ça ne bouge plus en 20 ans. Et voilà, après des jours de travail, parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, on a enfin nos 4 étriers de refait. Je vous laisse admirer le avant-après. Et d'ailleurs, si vous connaissez une voiture atypique et ancienne comme la probe à retaper par chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un petit mail, franchement, ça ferait une chouette vidéo. Plus qu'à les réinstaller un par un sur la voiture, avec de la graisse pour que les plaquettes se déplacent bien, et bien évidemment des plaquettes neuves à l'avant et à l'arrière, sachant que les disques étaient en bon état bien sûr. C'est fou à quel point c'est simple de bricoler sur cette caisse, vraiment j'adore perso. Et maintenant que c'est fait, on n'oublie pas la purge complète du système en commençant par l'étrier le plus éloigné de l'émetteur de frein, donc l'arrière droit vers le plus proche, l'avant gauche. Et voilà. Vous vous souvenez des pneus complètement morts montés sur les jantes d'origine? Il faut changer ça. D'origine, les probes 16V sont montées en 15 pouces comme actuellement et les V6 en 16 pouces. Mais la monte d'origine en 15, c'est une monte assez rare, ce qui fait que les pneus dans ces dimensions, ils sont chers, et quand il faut en changer 4, c'est des fois plus rentable d'acheter 4 jantes d'une autre taille d'occasion qui compensent l'écart de prix des pneus. Je sais pas si vous m'avez suivi. Mais vous savez sans doute qu'on peut pas monter n'importe quel pneu sur n'importe quelle voiture. Pour savoir ce qui est homologué, il suffit d'appeler votre contrôle technique, ils ont tous la même base de données pour toute la France, il vous sortira les montes qui passent. C'est ce que j'ai fait personnellement. Autre solution, c'est contacter directement le constructeur parce que des fois, ils ont homologué des montes que les contrôles techniques n'ont pas parce que la voiture elle est vieille par exemple. Donc là, un papier de constructeur suffit à prouver que c'est bien homologué. Voilà donc la liste de ce qu'on peut monter en probe, dont en jaune les 16 pouces. Et par chance, on a trouvé sur le bon coin un jeu de 4 jantes avec des pneus neufs pour 250 € qui sont homologués pour probe. Le design est discutable, mais ce qui est sûr, c'est qu'on économise pas mal de sous comme ça. On monte ça sur la voiture et on va pouvoir régler le frein à main. On serre la vis de réglage jusqu'à ce que les plaquettes bloquent, puis on desserre légèrement pour avoir une petite marge.
Et voilà, franchement, les nouvelles jantes et les nouveaux pneus, ça rajeunit la voiture, c'est une tuerie. Mais si on veut avoir ce contrôle technique, on a encore du taf. Comme vous avez vu, on a un feu arrière de cassé, alors hop, je le démonte et je le remplace par un que j'ai récupéré dans ma banque de pièces. Je change aussi le faisceau avec les douilles qui se sont oxydées avec l'humidité. Et voilà, une bonne chose de faite. Qui dit feu dit phare, et oui, cette probe a connu les halogènes, les xénons, les LED, LED que j'ai piqué pour ma Supra il me semble. Alors, elle se retrouve aveugle maintenant, il faut corriger ça. On ouvre les phares, on déconnecte le bon fusible ou directement la batterie pour pas qu'ils se referment quand on les coupe. Et on installe des halogènes classiques, histoire que ça passe au contrôle technique sans souci. Tadam! Vous avez sans doute fait gaffe, mais il manque un truc. Et ouais, les probes sont équipées de 2 phares longue portée au niveau des pare-chocs, à ne pas confondre avec des anti-brouillards, et en fait ils permettent de faire des appels de phare sans avoir à ouvrir les feux normaux. Ça nous évite d'avoir cette petite latence d'ouverture des feux. Comme vous le voyez, sur la bleue, il n'y en a plus un seul, et c'est normal, parce qu'en fait ça fait partie des maladies de la probe. Vu qu'ils sont en bas, ils ramassent tous les cailloux de la route, et vu qu'ils sont en vert, ils pètent. Bref, une pièce introuvable que je n'ai pas moi-même en stock, mais j'ai une idée. Après avoir mesuré les feux, j'ai trouvé sur Amazon un pack de feux universels qui ont l'air d'avoir plus ou moins la même taille. Je les démonte pour récupérer ce dont j'ai besoin, à savoir la vitre qui est en verre, franchement je pensais que c'était du plastique à ce prix-là, et le fond de l'optique. Et là... Oh putain, j'ai trouvé le cheat code de tous les probistes. Il y a une légère adaptation à faire quand même, je pense. Et bah même pas, aucune adaptation à faire. Vraiment, à part hormis le câblage électrique évidemment. Tac, on les prend, on les transpose, on garde tout exactement tout pareil, la même visserie, les mêmes plastiques. Et on a un phare tout neuf. Bon, un petit coup de soudure quand même pour connecter l'ampoule H3 au connecteur d'origine. Et ça, sur une restauration, ça fait toute la différence. Et pour finir niveau optique, on avait un éclairage de plaque arrière manquant, c'est aussi le genre de pièce en plastique qui casse, mais par chance j'en ai une dans mon stock, alors c'est vite remplacé. Pour passer au contrôle technique, une voiture doit avoir un support de batterie qui maintient la batterie dans la baie moteur. Et là on met le doigt sur un double problème de probe, les supports de batterie d'origine sont assez hauts, ce qui fait qu'une batterie standard ne passe pas et touche le capot. Et en plus de ça, il recueille l'eau et l'acide de la batterie, ce qui fait que les vis de fixation y grippent, y meurent et il faut tout remplacer. Mais par chance, il y a maintenant 4 ans, j'avais créé un modèle de support batterie qui répond à ces problèmes et je l'avais partagé à la communauté des probistes. Donc c'est un modèle 3D qu'on imprime sur l'imprimante, je l'assemble et on installe ça. Et aujourd'hui, j'ai même rajouté une nouvelle pièce imprimée, celle qui vient se mettre par-dessus pour maintenir la batterie, parce que sur celle-ci, elle était manquante tout simplement. Vraiment, l'impression 3D pour l'automobile, j'adore. Tu fais des pièces sur mesure introuvables qui te coûtent quelques centimes à faire. Si ça vous intéresse, vous retrouverez tout ce que j'ai fait en libre accès sur mon culte 3D. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Toujours dans la même hauteur, on a le soufflet d'admission d'air manquant. Là encore, c'est une pièce introuvable parce que ça casse sur toutes les probes. Cette fois-ci, la flemme de l'imprimer, j'ai opté pour un manchon universel que je découpe légèrement et que j'installe. Nickel! On a encore 2-3 trucs extérieurs à faire, comme l'installation d'une antenne, parce que j'avais pris celle qui était dessus pour la mienne.
Faut savoir que les antennes de probe, elles sont télescopiques, elles se déploient dès qu'on allume la radio, ça se bypass facilement avec un switch, hein, mais en attendant, après des années à s'ouvrir, à se fermer et à prendre le vent en roulant, elles coincent, ça force, ça pète le mécanisme à l'intérieur, donc c'est connu, mais ça tombe bien, j'ai aussi ça dans mes pièces, alors on installe ça. Et voilà, ça rend tout de suite beaucoup mieux. On continue avec des vérins de coffre adaptables. Je vous mets la référence en cliquable sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Hop, qu'est-ce que ça dit maintenant? Yes. Et tout ce qui est petit accessoire comme les balais d'essuie-glace, indispensables pour le contrôle technique, et d'autres petits trucs qui manquaient par-ci par-là sur la voiture. J'ai réussi aussi à détendre les ailes arrière en poussant depuis l'intérieur de la voiture, donc ça c'est plutôt cool. Mais maintenant que l'extérieur est ok, il nous reste à faire l'intérieur. On commence par tout vider l'intérieur stocké dans l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Perso, à force de démontage et de remontage, je la connais par cœur, alors c'est parti pour vous présenter ça. On commence par la console centrale. Les garnitures arrière et celles du coffre. Vous pouvez noter cette magnifique galette d'origine avec sa planche. On installe la banquette arrière qui est en deux parties. Voilà. Presque la fin. Courage. Les fauteuils avant qui se fixent simplement avec 4 boulons. Déjà là, ça ressemble beaucoup plus à une voiture. Et pour finir, les garnitures de portière en profitant pour lubrifier un petit peu le mécanisme. Et voilà, enfin prête pour le contrôle technique. Avant de l'amener au contrôle technique, je suis allé faire un tour avec, histoire de voir que tout fonctionne bien, même commencer à roder les freins, etc. Et malgré le fait qu'elle démarre bien, qu'elle tienne bien le ralenti, elle a un gros problème de puissance. Vraiment, je devais pousser tous les rapports. Elle tousse, vraiment, elle broute. Voilà, elle broute. J'ai galéré à monter la moindre montée, je devais pousser tous les rapports. Donc bon, donc on va la laisser comme ça pour l'instant parce que ça gêne en rien le contrôle technique. Et puis après, on fera l'investigation. Allez, c'est parti. A few Contrôle technique. later. On l'a! On l'a! Le CT. Et voilà, le Saint Graal, le contrôle technique, on l'a. Franchement, je suis hyper content. Elle est passée sans aucun défaut majeur et du coup, je suis archi content parce que du coup, j'avais refait tous les freins, tous les étriers de A à Z. Donc, je suis trop content que du coup, au freinage, elle passe nickel. Franchement, elle freine même mieux que mon autre probe alors que les disques sont pas encore rodés. Il nous a mis quelques défaillances mineures parce que le gars, il a fait ça bien. Il a fait vraiment toute la liste pour pouvoir justement faire un état des lieux à l'heure actuelle de la voiture et de toutes les petites broutilles qui vont pas, même si ça reste mineur.
Et du coup, je suis hyper content. J'ai pu la ramener au garage, elle est assurée, elle a le CT, elle peut rouler, tout va bien. Mais c'est pas fini parce que l'objectif c'était d'avoir le CT, mais aussi d'en faire une probe qui fonctionne nickel. Et là, on a encore quelques petits défauts de raté d'allumage. Pour ça, j'ai plusieurs pistes. Soit il y a un problème au niveau de la carburation, et ça, c'est ma piste privilégiée parce que quand j'ai remis plus d'essence dans le réservoir, il y a eu moins de raté d'allumage et il est plus fiable. Vu que ça fait un moment qu'elle était à l'arrêt, il y a peut-être de l'eau qui est rentrée dans le réservoir et du coup, ça fait peut-être un truc chelou au niveau de la combustion. J'ai aussi tous les filtres à changer, la vidange d'huile à faire. L'autre piste probable, ce serait aussi l'allumeur. Sur ces probes, c'est vraiment la bête noire, c'est un truc qui tombe en panne. C'est connu, sauf que du coup, sur celle-ci, il était déjà tombé en panne et je l'avais déjà changé. Il n'y a pas tant de bornes que ça, donc c'est pour ça que j'y crois un peu moyen. En tout cas, on va investiguer ça. La vidéo est pas finie, on a encore pas mal de choses à faire. C'est parti. Et c'est parti pour la vidange. Hop là. Ah mais je vous le dis, prochaine fois que je fais des vêtements bricolage chez Cool, c'est des débardeurs. Hein. Parce que là, il fait trop chaud. Les t-shirts bricolage chez Cool bien épais là, trop chaud pour l'été. Pendant que l'huile se vide du moteur, on perd pas de temps et j'attaque le remplacement du filtre à essence. Pour ça, faut tomber toute l'admission d'air jusqu'au boîtier papillon. Allez, madame la boîtière, vous êtes dispensée. Nice. Je fais aussi un petit coup de propre tant qu'on y est, histoire d'aspirer les nids de bestioles. Je retire maintenant l'ancien filtre à essence récalcitrant que je remplace par un neuf. Et toujours pendant que l'huile s'écoule, j'enlève ce cache-culbu en piteux état que je remplace par un autre que j'ai préalablement nettoyé. Ça ne sert à rien, c'est vraiment juste pour le style, mais ça me fait plaisir. Et voilà, on est très loin de l'état de la B-moteur d'avant. Hein. Ouais, c'était pas de trop. Hein. Pour la vidange, je mets de la 530 comme préconisé par le manuel d'atelier Haynes. D'ailleurs, j'ai pris le temps de comparer les fiches techniques des huiles et la Magnatech, elle avait l'air vraiment pas mal. Et on remplit, après avoir remis un filtre à huile neuf, hein, bien sûr, je précise. Ce que j'oublie pas de faire aussi, c'est de renseigner tout ce que je fais sur la voiture dans un carnet d'entretien que je tiens pour tous mes véhicules sur un fichier Excel. Je note la date, le kilométrage et bien sûr ce que j'ai fait. Alors ça peut paraître overkill, mais quand on bricole pas mal et sur plusieurs bagnoles, c'est pour moi crucial pour assurer le suivi des entretiens. Allez, c'est parti pour le démarrage. Déjà le non-démarrage parce que là, elle va pas démarrer. Parce qu'il faut faire venir l'essence dans le filtre. Merde. Eh bien. Je crois qu'on a encore les ratés d'allumage, mais au moins on a un bon ralenti. Et bah ce qui se passe, c'est qu'on a eu une grosse amélioration du comportement du moteur depuis que j'ai changé le filtre. Vraiment, il y a plus de puissance et moins de trous. Pour moi, c'est un indice supplémentaire qu'on a un problème de pollution du carburant. L'essence et l'eau, c'est pas miscible, mais on a toujours un pourcentage d'éthanol à la pompe. Et lui, il se mélange bien à l'eau. Alors pour enlever tous nos doutes, je branche une durite en sortie du filtre, je fais un petit court-circuit sur le boîtier ODB1 qui va bien, ça actionne la pompe à essence et vide le réservoir. Une fois totalement vidé, on retourne faire une moitié de plein,
Et là, c'est le jour et la nuit. Bon les gars, je suis là en train de rouler avec la probe et elle marche nickel de chez nickel, vraiment. Plus aucun trou dans l'accélération, elle est super réactive, parfaite. Bon, je suis quand même soulagé parce que du coup, j'aurais pas à faire d'autres investigations pour trouver la panne. Et maintenant qu'on a un moteur sain avec les vidanges, les filtres, les bougies neuves, tout ce qui va bien, on va pouvoir la passer à l'éthanol. Une Ford Probe à l'éthanol, sérieusement? Et ouais, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que ça fait maintenant 2 ans que je roule 100% à l'éthanol avec ma Ford Probe bleue, parce que je vous avais fait une vidéo bilan au bout d'1 an à l'E85 dans laquelle je montre des études scientifiques pour détruire quelques idées reçues, je calcule la rentabilité et je vous montre comment faire la conversion vous-même, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. J'avais fait la conversion de la Probe en installant un kit de la marque eFlex Fuel. 1 an après, j'en suis toujours autant content, sincèrement. Ma Probe marche toujours aussi bien, je fais encore plus d'économie qu'avant vu que l'éthanol a baissé. Pour résumer, mesure de consommation à l'appui, j'étais à 8 litres au 100 en E10 contre maintenant 10 litres au 100 en E85. Vu que le 10 est à 1,85€, ça fait 14,8 € pour faire 100 bornes et en E85 il est à 8 centimes, donc ça fait 8 € pour faire 100 bornes. On est presque 2 fois moins cher en éthanol et ça malgré la surconsommation, donc ça vaut vraiment le coup. Bref, on continue l'aventure avec eFlex Fuel parce qu'il m'a envoyé un boîtier pour cette probe, on va pouvoir faire la conversion ensemble. C'est une marque qui fait à la fois des boîtiers homologués, leur gamme eFlex Blue qu'on installe dans un centre agréé avec changement de carte grise et tout le tralala. Et pour les voitures d'avant 2000 comme la Probe, eh ben ils ont eFlex Plus qui lui n'est pas homologué et est destiné à un usage piste, en théorie. C'est un boîtier haut de gamme avec un capteur d'éthanol, c'est-à-dire qu'il mesure le pourcentage d'éthanol et s'adapte en temps réel. On peut donc rouler 100% au sans-plomb si on veut, contrairement aux boîtiers bas de gamme qui eux ils possèdent une seule correction et ne s'adaptent pas aux différentes teneurs d'éthanol qu'on a dans notre réservoir. Tout est très bien expliqué dans le mode d'emploi. J'installe d'abord le capteur d'éthanol juste après le filtre à essence. On branche ensuite le kit entre les injecteurs et leurs prises respectives. Ils nous fournissent les bons connecteurs en fonction du véhicule qu'on a renseigné sur leur site internet. Il faut vérifier au préalable la polarité des injecteurs. On câble ensuite la masse, on place la sonde de température au plus proche de la culasse parce que le boîtier s'adapte aussi à la température. Et voilà, on n'a plus qu'à brancher le boîtier au connecteur, le fixer dans la baie et remonter l'admission d'air que j'ai dû démonter pour accéder aux durées d'essence. Ouais, c'est bon, on a installé tout le kit éthanol. Ce qu'on va faire avant de mettre le faisceau de câblage comme il faut, on va démarrer la voiture histoire de voir que tout aille bien. Allez, c'est parti. Nickel. Juste le temps que l'essence arrive. Allez, sans plus tarder, je lance l'application eFlex App, histoire d'aller voir qu'est-ce qu'on a. Sur l'appli, on retrouve tout un tas d'informations. On a la teneur en éthanol mesurée, la température, le régime moteur, etc. On a aussi des réglages de démarrage à froid, de type de conduite, économique, sportive, j'en passe. Vu que je connais maintenant, j'ai mis moins d'1 heure pour faire l'installation, sinon comptez le double en faisant ça tranquillement. Et rien que pour vous, eFlex Fuel vous offre moins 80 € sur leur boîtier avec le code eFlexCool, ça m'a fait beaucoup rire. Ce qui fait que dans le cas de la Probe, il sera amorti en seulement 6000 km. C'est vraiment top. Et pour terminer cette rénovation en beauté, et ben justement, je vais lui faire un petit coup de beauté en commençant par polisher la peinture. Vous l'avez deviné, elle est pas d'origine parce que c'était mon père qui me l'avait repeinte pour me faire une surprise. Et vu que c'est un brillant direct, elle a pas mal terni en 10 ans. Et après un coup de polish, c'est vraiment le jour et la nuit commence à la ramener. Je repeins aussi les branches des essuie-glaces qui est bien morflé. J'en profite pour faire la même chose sur les plastiques noirs extérieurs en dessous du pare-brise. Pendant que je fais ça, je peux vous parler du budget de la rénovation. Ça m'a coûté au total 745 € pour faire tout ce que vous avez vu aujourd'hui dans cette vidéo, de la batterie neuve jusqu'aux 4 jantes avec les pneus. Et pour une rénovation après 6 ans d'arrêt, moi ça me paraît très honnête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et quand on se souvient d'à quoi elle ressemblait en début de vidéo, c'est vraiment dingue l'avant-après. Tout ça, ça me donne envie d'aller faire un tour et profiter encore une fois de ma première voiture.
c'est vraiment exceptionnel quoi. Je suis hyper content quoi. Hyper content. Et qu'est-ce qu'elle freine bien, mais vraiment ça pince quoi. Genre vraiment, je suis surpris vu que j'ai l'habitude de rouler avec ma daily, ma Ford Probe normale. Quand je passe sur celle-ci et que je freine à un endroit que je connais par cœur, je me colle dans le volant quoi. Quand je pense que pendant 6 ans elle était à l'arrêt et que là je roulais avec, vraiment comme si elle avait jamais été à l'arrêt limite, vraiment. Tout va bien, elle freine bien, elle tient bien la route. Je peux prendre les virages aussi rapidement que sur la mienne, alors que la mienne elle a genre 60 000 bornes de moins. Elle a une meilleure direction que la mienne, elle a aucun jeu dans la direction. Elle a le volant qui est droit quand tu roules, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Franchement ça fait plaisir. Et elle marche, niveau puissance, elle marche aussi bien que la mienne, vraiment. Ah, regardez comme ça freine quoi. Voilà, j'ai freiné, reprise en 3e. Ça reprend avec le 2 litres bien coupleux. Aucun sous-sail. Vraiment, je suis content. Ça fait plaisir de rendre honneur à cette bagnole. Je dois vous avouer que je suis tellement heureux d'avoir rendu hommage à ma première voiture avec cette vidéo, sans compter tous les souvenirs que j'ai créés avec elle à l'époque, toutes les conneries qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu. C'est elle qui m'a lancé dans la mécanique automobile, elle qui a fait du bricolage une passion, et donc c'est en partie grâce à elle que je suis là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je pouvais pas la laisser comme ça dans l'herbe, et je suis vraiment heureux d'avoir pu faire cette rénovation et vous la partager. Ça a été vraiment tendu de rénover une voiture et de filmer en si peu de temps pour que ça rentre dans une seule vidéo, sans compter la petite partie documentaire que j'ai fait au début. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et j'en ferai un nouveau format pour la chaîne. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré vous reproposer de la mécanique automobile. Je remercie encore My Heritage d'avoir pu rendre ce projet possible. Je vous dis à la prochaine et bricolez bien.